Drôle d'engin, fusée, ferry, bateau ou avion, difficile à dire du premier coup d'œil. Affûtés comme des prototypes, une nouvelle génération de navires sillonne les mers du globe, à toute allure. Des monstres, sortes de navettes spatiales aux formes cassées, équipées de moteurs sauvages et puissants, synthèse de l'expérience des marins et des technologies les plus modernes. Des coursiers d'océan, taillés pour raccourcir les distances et rapprocher les hommes. Le Conquet, en Bretagne, depuis des années, la compagnie Penarbed dessert 12 mois par an les îles de Molène et d'Ouessant. Le Fromveur est l'un des ferrys les plus anciens et les plus sûrs de cette ligne indispensable aux habitants de la mer d'Iroise, leur seul lien avec le continent, en dehors d'un hélicoptère. Alors, hiver comme été, les Iliens sont habitués aux rotations de ce bateau costaud, pas très rapide et à l'équipement sommaire. Une barre, un compas, un radar, une radio. Voilà pour les instruments de bord. Ouais, salut Roland. Tu viens sur Molène là? Oui, j'arrive sur Molène, là, je viens de sortir des lasses, là, je vais chercher les 3 pierres. À la passerelle, Ronan, le commandant du Fromveur, il est aux aguets. Non seulement il doit naviguer entre les cailloux, les courants et les tourbillons, mais en plus, ce jour-là, le brouillard est de la partie. Alors il faut du flair et du sens marin. D'accord, ok, je vais. Ok, tout de suite. Bah là, disons, vous avez 50 mètres de visibilité, dans un chenal quand même assez dangereux. Et donc on n'a pas le droit à l'erreur là. Hein. Donc comme vous avez vu, on avait un petit voilier en plus dans la passe là. Voilà, on est bien. Ah oui, vous êtes à 0,1002 de l'HP. On voit rien toujours. Enfin, la jetée de Molène apparaît tout au bout de l'étrave du Fromveur. En été, les îles de Molène et d'Ouessant sont aussi une destination touristique très fréquentée. Alors, en juillet 1996, la compagnie Penarbed décide de moderniser sa flotte. Le nouveau venu s'appelle l'André Colin et son sillage va faire des vagues en mer d'Iroise. L'André Colin est un ferry rapide de la nouvelle génération. 2 moteurs de 1500 chevaux, 23 nœuds en vitesse de pointe, 40 km/h. En réduisant ainsi la durée des voyages sur Molène et Ouessant, la compagnie Penarbed voulait s'attirer une nouvelle clientèle. Des touristes surtout qui restaient souvent à quai jusque-là, par peur d'affronter une mer réputée turbulente et imprévisible. Là, merci. Comment sont les conditions aujourd'hui? Voilà, le temps est beau. Ouais, il fait calme. Vous allez où? Voilà, on va sur Ouessant direct là. Et ça va prendre combien de temps? Là, bon, 40 minutes, on y est à Ouessant là. En fait, moins de 40 minutes quand les vieux bateaux mettent 1h30. Matériaux légers, appareillage abondant, absence de barre classique, l'André Colin se dirige par impulsion électronique. Mais dans ces parages dangereux où l'on navigue à raser les cailloux, son commandant, Denis, préfère se fier à ses repères personnels. Dès qu'il fait beau, nous, on laisse tomber l'électronique, hein, on navigue à vue, nos alignements, nos marques, etc. Parce qu'on sait que dans le mauvais temps, en hiver, on se retrouve quelquefois sans électronique. Hein, donc il faut que tout le monde sache, autant moi que l'équipage, on sache tous amener le bateau à Ouessant sans avoir besoin de minimum d'électronique. Ouessant approche, au terme d'un trajet sans souci. Cet hiver, dans les creux monstrueux et la mer démontée, l'André Colin ne passera plus. On sait déjà que ce nouveau ferry est inadapté aux vilaines météos. Il n'a pas été fait pour la grosse mer d'hiver, hein. C'est un bateau rapide pour l'été. Voilà. C'est une grosse vedette rapide qui passe bien dans le beau temps et dans le petit mauvais temps peut-être, mais pas plus. Ici il faut du robuste, du costaud, du marin.
En bref, il faut de vrais bateaux, capables d'assurer des liaisons quotidiennes par tous les temps pour ravitailler les Iliens. Quant aux habitants d'Ouessant, comme Marie-Lou, ils préfèrent la sécurité à la vitesse. Ouessant vit à partir que le bateau arrive, qu'il apporte la bouffe, hein, parce qu'il faut dire qu'on est tributaire du bateau pour... chez nous, on n'est pas autonome, on ne vit pas en autarcie, donc on a besoin du bateau pour nous apporter de quoi vivre, de quoi manger, mais en même temps, ça nous apporte le courrier, ça nous apporte tout. Le bateau, c'est la vie. Hong Kong, vestige désuet du colonialisme britannique, ces vieux ferries relient 24 heures sur 24 différents quartiers, séparés par une baie qui prend vite des allures de marmite bouillonnante, tant la circulation maritime est dense. Si à Ouessant, le bateau c'est la vie, à Hong Kong, c'est le business. Tout a commencé ici, dans ce sud-est asiatique où la géographie des lieux imposait des ferries pour se déplacer d'île en île. Alors, des chantiers navals de Singapour et d'Australie sont venus ces nouveaux bateaux rapides, aux formes étranges, aux alliages modernes, au confort subtil, aux mouvements limités par des stabilisateurs. C'est ici le moyen de transport incontournable, adopté par les hommes d'affaires pressés, comme François, cadre français expatrié, très vite séduit par ces ferries qui rythment jour et nuit la vie de cette mégalopole enfiévrée. Les transports sont rapides, efficaces, il y en a beaucoup. On n'est pas bloqué par le ferry. On peut rentrer sur Discovery Bay, par exemple, on peut rentrer toute la nuit. Donc on a quand même une infrastructure qui répond à ce que les gens attendent ici, même si on se plaint toujours qu'il y a un tel ferry est en retard, il pourrait y en avoir un peu plus la nuit. Globalement, je trouve que c'est bien organisé. Moi, j'avais jamais vu ça, même si j'ai pas été habitué à vivre dans des ports. Il est vrai que quand on voit ces bateaux passer dans tous les sens, s'entrecroiser, on se dit que c'est quand même fou. Et ça ne fait qu'empirer finalement. Tous les ans, on a l'impression qu'il y a plus de bateaux, plus de types de bateaux, et on se demande comment on arrive à passer au milieu, sachant qu'en plus qu'ils réduisent la baie avec ces polders, c'est assez effarant. Dans cette baie remuante, les pilotes de ferry doivent être des artistes. Car désormais, les 10 millions d'habitants d'Hong Kong empruntent quotidiennement les bateaux rapides, comme d'autres, le RER en région parisienne. Depuis la gare centrale, une flotte incroyable de ferries dessert Kowloon, Aberdeen, mais aussi les îles nombreuses du sud de la Chine. Gare maritime d'Hong Kong, au pied de gratte-ciel démesurés, ambiance aéroport pour accéder aux ferries de la Far East Jetfoils, une compagnie créée par Stanley Ho, l'un des hommes d'affaires les plus riches de cette partie du monde. Monsieur Ho possède aussi quelques-uns des casinos de Macao, enclave portugaise dans le sud de la Chine toute proche. Alors, pour faire venir plus rapidement les amateurs de roulettes, il est devenu l'armateur d'une flotte de jetfoils, engins bizarres, mi-bateau, mi-avion, motorisés par des réacteurs Boeing qui mettent Macao à 1h30 seulement de Hong Kong. Ferry volant sur foil, le procédé ne date pas d'hier. Dès 1933, aux États-Unis, en Pennsylvanie, un Américain génial et bricoleur invente le premier bateau à foil. L'idée est là, en filigrane, développée ensuite maladroitement pour des embarcations qui ressemblent plus à des engins de plage dans les années 50. Quinze ans plus tard, les premiers gros navires sur foil sont mis en service entre la France et les îles anglo-normandes, avec quelques difficultés de mise au point, notamment par grosse mer, où ces ferries se transforment vite en sous-marins.
Maintenant, les foils modernes ont envahi la mer de Chine. Toutes les 10 minutes environ, un jet foil s'approche de la gare maritime de Macao en rasant les flots. Macao, ville sans âme, bien loin de sa renommée de cité de vices et de tripots, décrite par les voyageurs et les écrivains du début du siècle. Macao qui reste pourtant l'une des destinations les plus fréquentées par les habitants de Hong Kong, cible privilégiée des compagnies de ferry qui se livrent à une guerre des tarifs sans pitié pour attirer des centaines de milliers de passagers par an. Aller vite en mer, l'obsession ne date pas d'hier. Dès 1975, l'armée française s'intéresse à un projet de la direction des constructions navales. Long de 50 mètres, l'Agnès 200 est un catamaran à effet de surface. Propulsé par 4 hydrogets de 10 000 chevaux, il fonctionne sur un système de coussin d'air. Comme avec les foils, il s'agit là encore d'arracher les deux coques à l'eau, diminuer la surface mouillée pour gagner en vitesse. En 1990, la Marine nationale démarre une campagne d'essai à bord de l'Agnès 200 qui devient le plus petit terrain d'atterrissage mobile pour hélicoptères. Mais il s'agit d'un prototype très pointu encore à manœuvrer et qui ne donne pas entière satisfaction. Ladies and gentlemen, welcome on board Agnès 200. The officer and the crew are very happy. L'Agnès 200 entame alors une deuxième carrière. Réaménagé pour accueillir 200 passagers, il dessert le sud de l'Angleterre à partir de Dieppe pendant l'été 92. Mais il est incapable d'embarquer des véhicules, contrairement aux ferries classiques. Son exploitation est déficitaire et vite abandonnée. Malgré le flop commercial, l'Agnès 200 a montré la voie aux navires du futur. Dans son sillage vont s'engouffrer les NGV, les navires à grande vitesse. De plus en plus gros, de plus en plus vite. Depuis le printemps 96, les Niçois et les Corses ont découvert avec étonnement une masse énorme d'aluminium. L'arrivée du NGV résulte d'une guerre commerciale qui oppose les compagnies de ferry assurant les liaisons entre le continent et l'île de Beauté. La SNCM va ouvrir les hostilités avec le NGV ASCO, premier ferry construit en France selon la nouvelle réglementation des navires à grande vitesse. Alors que l'exploitation commerciale du NGV ASCO démarre à peine, une commission de sécurité de Marseille a pris place à bord. Les ingénieurs responsables du projet sont assaillis de questions. Ce navire, long de 100 mètres, intrigue les enquêteurs. Pas d'hélice, mais des hydrogets. Dans le prolongement de la coque du navire. D'accord. Et ça donne l'optimum pour la vitesse du navire. Son commandant, Hervé Oberlin, a dû s'habituer. Il a fait jusque-là toute sa carrière sur des ferries classiques et il apprécie le changement. Certain plaisir. Alors là, je vais vous dire, c'est plus du tout les mêmes sensations. C'est plus du tout les mêmes sensations à manœuvre. C'est plus du tout les mêmes sensations à la mer. On vire complètement à plat. On s'arrête sur 200 mètres. C'est une Formule 1. C'est le pied. Cette Formule 1 des mers sillonne la Méditerranée à 40 nœuds, plus de 70 km/h, grâce à 4 moteurs à hydrogène développant 60 000 chevaux. À l'intérieur, 150 voitures et 500 passagers dans un confort étonnant. Le tangage et le roulis, habituels sur un navire, sont annulés par la présence d'appendices pilotés par ordinateur. C'est Laurent Mermier, un jeune ingénieur, qui a mis au point ce système pour limiter les effets du mal de mer. Le problème sur ces bateaux, ça sera toujours le confort à la mer. C'est-à-dire que plus on va vite en mer formée, plus il faudra stabiliser. Je pense qu'on ira toujours de plus en plus vite. La limite, je ne sais pas où on s'arrêtera. Le NGV ne secoue pas ses passagers. Ses mouvements ressemblent plutôt à ceux d'un avion pris dans de légères turbulences. Un seul accès extérieur a été prévu, quelques mètres carrés pour profiter encore un peu de la mer et du vent. Le minimum indispensable selon Alphonse, grand amateur de bateaux. On devrait avoir un dispositif qui ramasse quelques paquets de mer sur les passagers de temps en temps.
Comme ça, ils seraient dans la réalité, non? Alors là, on les protège trop, les gens, maintenant. Voilà. Ils savent plus ce que c'est que la chose naturelle. Le NGV ASCO a divisé par 2 les temps de voyage entre le continent et la Corse. 2h30 entre Nice et Calvi, 3h30 pour aller à Bastia ou Ajaccio, là où les ferries classiques mettaient le double. C'est un prototype et il a été longuement testé dans des conditions extrêmes. J'ai douté toujours un petit peu pendant les essais, effectivement, où on a eu aussi encore de gros pépins, notamment au niveau propulsif, dans le mauvais temps. C'était quand même du gros mauvais temps qu'on avait cherché sciemment pour régler la stabilisation. Et il se trouve qu'on a eu une avarie que je n'avais jamais eue auparavant de toute ma navigation, que les pêcheurs connaissent bien. Nous avons eu des bactéries dans le gasoil. Et on est tombé en carafe complète, là aussi, au milieu, dans des creux de force 8 ou 9. Et là, je me suis dit que sans plus rien, sans plus de propulsion, sans plus d'électricité dans des creux de force 8 ou 9, c'est quand même pas très rassurant. On a flotté, on est toujours là. Mais j'avoue que c'est une situation qui m'a fait craindre à un moment donné le pire. Une nouvelle génération, c'est la même révolution que de la voile à la vapeur à peu près, hein, et ça va se développer très rapidement. Les bateaux vont grossir et les bateaux vont gagner en puissance, et je pense qu'on est vraiment à l'aube d'une explosion de ce genre de navire qui va remplacer dans les 10 ans 90% de la flotte de car ferry actuelle. Donc si vous voulez, par exemple dans une cloison comme ça. À 30 km de La Rochelle, réunion de travail dans les locaux du chantier Fountaine-Pajot. Le premier constructeur mondial de catamarans de croisière a lancé depuis quelques mois le projet Iris, piloté par Yves de Kerangat, une navette rapide dont le design semble inspiré d'un univers de science-fiction. La première chose, c'est que le bateau a une allure un petit peu de vaisseau spatial. Hein. C'est par son concept, mais aussi par son esthétique. Il est assez futuriste. Donc les gens demandent toujours à en savoir plus sur le sujet. C'est la première chose qui fascine les gens, qui intéresse les gens. Le concept modulaire est révolutionnaire. Le brevet est déposé, ça n'a jamais, à notre connaissance, été réalisé. En fait, l'Iris est une plateforme, un catamaran conçu comme un plateau de semi-remorque sur lequel on peut changer à volonté des modules en fonction de la nature du transport, passager ou fret. L'Iris s'adapte à la demande. L'autre originalité du projet réside dans les matériaux choisis. Là où tous les navires à grande vitesse sont construits en acier ou aluminium, l'Iris utilise du composite, comme pour n'importe quel multicoque de course. Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait un hasard, puisque Jean-François Fountaine, directeur du chantier, est aussi un ancien coureur au large. Et ce jour-là, c'est pas le dirige vers l'atelier composite, où la première pièce du projet Iris va être démoulée. Il s'agit d'une demi-coque de 40 mètres de long, qui pèse 5 tonnes. On devrait être dans les temps. Démoulage réussi, c'est un bon signe pour toute l'équipe du projet. Un petit noyau dur de 3 ou 4 ingénieurs, souvent très jeunes et passionnés d'informatique. Aujourd'hui, c'est les études numériques qui ont fait faire des bons en avant considérables. Et c'est vrai que ceux qui manipulent ces logiciels, ces calculs, sont des gens extrêmement pointus sur le plan des outils informatiques. Alors maintenant, il faut se méfier aussi. Je crois qu'il faut associer à ces équipes de jeunes des gens qui ont un petit peu de passé d'histoire, parce qu'il faut aussi qu'un bateau, ça accoste à quai. Il faut aussi que les passagers embarquent facilement. Donc je crois qu'il faut, à la fois sur la partie purement théorique, faire venir énormément de matière grise très jeune, mais il faut également s'appuyer sur l'expérience d'un certain nombre de gens qui ont un certain passé dans le monde du transport à passagers. Dans ce domaine, la recherche est fondamentale. D'abord avec des maquettes en bassin de carène pour étudier le passage dans les vagues, donc le confort et la sécurité. Ensuite, en utilisant les outils informatiques les plus puissants pour simuler le futur navire. Désormais, les nouveaux ferries existent virtuellement avant de devenir réalité.
Port de Dublin, en Irlande. Le HSS est à quai. C'est le plus grand ferry du monde, un catamaran. Ces deux coques supportent la surface d'un terrain de football. Depuis l'été 96, le HSS relie l'Irlande au Pays de Galles au rythme de 4 allers-retours par jour. C'est le fleuron de la compagnie Stena Line, un investissement financier énorme, suivi d'une campagne de publicité dans l'Europe entière. Résultat, une énorme curiosité. Dans ce service, où des étudiants s'occupent des réservations, on a répondu cet été jusqu'à 2000 appels par jour. Les dirigeants de Stena Line avaient anticipé sur cet engouement. À cause de la mise en service du HSS, nous avons dû augmenter notre personnel pour répondre à l'intérêt suscité par ce bateau. C'est un nouveau ferry, le plus grand, le plus rapide au monde. C'est un prototype. Non seulement ça nous amène une nouvelle clientèle de passagers pour le tourisme, mais en plus, ce navire intéresse beaucoup les compagnies de transport de fret. La puissance est là, 100 000 chevaux dans ces 4 hydrojets qui fonctionnent comme des réacteurs d'avion, à ceci près qu'ils chassent de l'eau à la place de l'air. Motorisé comme un Boeing 747, le HSS peut emporter près de 400 voitures, des autocars, des poids lourds avec leur chargement. Malgré son poids énorme, il atteint la vitesse maximale de 43 nœuds, 80 km/h en moins de 2 minutes dès la sortie du port. Tout en haut, à 20 mètres au-dessus des flots, ambiance navette spatiale dans la passerelle nickel. 3 officiers galonnés à l'œuvre, un commandant, son copilote et un navigateur. Uniforme impeccable, siège ergonomique, prolongé par un accoudoir où l'on pianote sur des claviers informatiques. Assisté par satellite, le HSS fonce en mer d'Irlande grâce à des stabilisateurs qui lui permettent d'affronter jusqu'à 5 mètres de creux. Au-delà, il faudrait se résoudre à réduire la vitesse sous peine de tout casser. À l'intérieur, 1500 passagers, joyeux, enfermés dans un immense espace non fumeur. Le HSS est un hymne à la consommation avec plusieurs bars, 5 ou 6 restaurants, librairies, téléphones murales, jeux vidéo, machines à sous et tables de blackjack avec croupières. Impossible de s'ennuyer, le tout dans une ambiance Disneyland avec vraies fausses souris pour enfants ravis. Les adultes, eux, ont d'autres centres d'intérêt. Ainsi, pour digérer leur bière, monsieur et madame Smith font un détour par la boutique hors taxe, le temps d'une petite provision d'alcool, de tabac et de chocolat. Ils circulent à bord des sommes considérables et Stena Line a volontairement établi la durée du trajet à 90 minutes pour que les passagers dépensent davantage. Voici Maureen, responsable des hôtesses, femme d'argent à bord du HSS. C'est elle qui possède la clé des coffres bien garnis. Comme les autres membres d'équipage, elle aime cette ambiance si particulière, mais elle n'oublie jamais qu'elle navigue sur un ferry. L'équipage doit avoir confiance pour travailler sur ce bateau. Et il ne faut pas être stressé quand on navigue sur ce genre d'engin. Et puis surtout, cette confiance vient de l'entraînement qu'on a reçu. En cas de problème, nous devons être efficaces et vraiment sur le coup. On a suivi des stages pour affronter toutes les situations d'urgence et chacun d'entre nous sait exactement ce qu'il a à faire s'il arrivait quelque chose de grave. Tout a beau être réglé, fignolé, prévu, pensé, il reste toujours une inconnue, la météo. Et ce jour-là, même s'il est le plus grand ferry du monde, le HSS est ralenti par une nappe de brouillard. À
À Dublin, sur les quais, c'est l'inquiétude et l'attente. Eamon, l'un des responsables de la compagnie, va aux nouvelles. Les retards, ce n'est pas bon pour la clientèle. Des centaines de voitures et passagers sont immobilisés au premier jour de leurs vacances d'été. C'est la procédure de sécurité en cas de brouillard. Nous utilisons à bord la même technologie que les avions, mais le brouillard perturbe les liaisons satellites. En matière de sécurité, il n'y a pas de compromis possible. On ralentit le bateau parce qu'on navigue à vue. Du brouillard en mer d'Iroise ou en mer d'Irlande, finalement la difficulté de naviguer est la même. Le HSS, monstre de technologie, logé à la même enseigne que les vieux bateaux qui accostent chaque jour à Molène, c'est plutôt rassurant. Les cars ferries du 21e siècle sont toujours de drôles d'objets flottants. Pour combien de temps encore ?